et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Aujourd'hui, je te propose un épisode solo pour 1. Des petites updates et 2. Répondre à une série de questions que j'ai reçues dans une FAQ anonyme lancée il y a quelques semaines sur Instagram. Déjà, pourquoi je fais cet épisode en solo ? Parce qu'il faut que je te dise un truc. Ces derniers temps, j'ai moins l'envie, moins la foi d'enregistrer des conversations. Parce que dans quelques jours, Prenons un café aura 5 ans. 5 belles années pendant lesquelles ma vie a littéralement changé. 5 ans, c'est peu, mais c'est aussi beaucoup. Et je me pose beaucoup de questions quant à la suite à donner à ce projet. Prenons un café, c'est pas qu'un podcast. C'est aussi, au fil du temps, devenu mon identité. Je suis devenue Élise de Prenons un café. Ce qui complique grandement les choses quand il s'agit de penser à l'avenir de ce projet. J'ai vraiment du mal à dissocier ce podcast de moi. J'ai peur d'envisager de l'arrêter parce que j'ai peur de perdre mon identité. Et aussi de vous perdre, vous, qui me suivez parfois depuis le tout début. Parce que oui, j'envisage de mettre un terme à Prenons un café. Pas tout de suite, car j'ai encore quelques projets en cours de préparation. Mais d'ici la fin de l'année, peut-être. Rien n'est figé, mais je me dis que c'est important de te partager aussi ce genre de réflexion. Parce que tu fais partie de l'aventure, en fait, toi aussi. Et pour être tout à fait transparente, la question d'arrêter Prenons un café, elle revient de manière récurrente depuis 2 ans, à peu près toujours à la même période, en mai. Est-ce que ça signifie simplement que j'ai besoin d'un break, ou est-ce que c'est vraiment le début de la fin ? J'en sais rien. L'avenir nous le dira. Mais pourtant, tu vois, paradoxalement, c'est pas parce que j'envisage d'arrêter Prenons un café que les projets n'existent plus. En fait, j'ai 3 idées de podcast dans le pipe et si je veux les concrétiser, il va me falloir du temps. Temps que je n'ai pas forcément quand je dois sortir un nouvel épisode de Prenons un café chaque semaine et quand je dois me consacrer à ce podcast. Je vais probablement prendre le temps de l'été pour réfléchir à tout ça et en même temps, l'été va être un peu occupé et je vais te dire tout de suite après pourquoi. Mais voilà, c'est pas clair, c'est vraiment pas clair cette histoire. Si t'as des retours à me faire d'ailleurs concernant ces réflexions, n'hésite pas. Mes MP sur Instagram sont ouverts avec plaisir. Tu peux aussi m'envoyer un mail sur prenonsuncafé.podcast@gmail.com. Je serais ravie d'échanger à ce sujet. Si tu, je sais pas, si t'as un podcast toi aussi, ou si tu as un business, ou si tu traverses des périodes de doute comme ça me ferait plaisir d'en discuter avec quelqu'un qui vit pourquoi pas les mêmes choses, ou même avoir ton avis sur le sujet si tu vis pas la même chose. Pourquoi pas, si c'est constructif, moi je prends toujours avec plaisir. Donc je te disais, je voudrais prendre le temps de l'été pour réfléchir à tout ça, mais en fait, cet été, il n'y a pas de pause pour prendre un café, parce qu'il y a le retour de la capsule c'est dur à dire, tiens, mais je vais le laisser, nature peinture. C'est le retour de la capsule estivale. Que sont-ils et que sont-elles devenus ? Et ça, j'ai vraiment, vraiment super hâte. J'ai déjà commencé les enregistrements. La liste des invités qui vont revenir sur le podcast est quasi ficelée. Et c'est un moment vraiment, vraiment trop chouette de retrouver ces personnes qui ont compté dans l'histoire de Prenons un café, mais aussi dans mon histoire, puisque les deux sont intimement liés. Donc voilà, vraiment j'ai trop hâte de te proposer ces épisodes. L'année dernière, cette capsule avait cartonné en termes d'audience et vous aviez adoré ça et moi aussi j'ai adoré parce que vraiment retrouver ces personnes avec qui j'ai échangé une première fois, leur demander ce qu'ils sont devenus, prendre des nouvelles, tout ça, c'est vraiment un moment que j'adore partager, que ce soit avec vous ou avec eux et j'ai trop hâte. Donc tu vois, je suis pas complètement blasée, hein. Je suis encore animée par Prenons un café, vraiment. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile pour moi de prendre cette décision, de savoir ce que je veux vraiment, parce que voilà, il y a encore plein de choses chouettes à faire, je le sais, mais c'est pas toujours simple
il y a des périodes où j'ai moins envie, il y a des périodes où j'ai l'impression de faire des conversations, d'enregistrer pour enregistrer, alors que c'est pas ce que je souhaite faire. J'ai toujours mis beaucoup de cœur et beaucoup de mon âme dans ce podcast, et j'ai envie que ça reste comme ça. J'ai pas envie de publier pour publier. J'ai pas envie de publier parce qu'il y a des sponsors, et j'ai la chance de les avoir, ces partenaires. Vraiment, je suis tellement, tellement reconnaissante. J'ai la chance d'avoir des partenaires extraordinaires qui m'accompagnent dans le financement de Prenons un café et qui me permettent de créer encore et encore toujours plus de contenu. Et ça, je sais à quel point c'est extraordinaire, à quel point c'est chouette, parce que sans ça, vraiment, la survie de Prenons un café ne se poserait même plus. C'est une question qui ne se poserait plus. Ça pourrait pas continuer, en fait, sans mes partenaires extraordinaires, sans ceux qui me font confiance pour leur donner de la visibilité, pour que je parle d'eux auprès de vous. Et puis je les choisis quand même pas par hasard. Ce mois-ci, par exemple, c'est Cure qui m'accompagne en mai. Les compléments alimentaires, vous avez sûrement entendu le petit spot en début d'épisode. Donc ouais, je suis vraiment contente de pouvoir travailler avec eux. Ils sont vraiment très 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 chouettes, et je suis ravie qu'ils m'aient fait confiance, comme moi je leur fais confiance aussi tous les matins au petit-déj. Voilà, enfin vraiment ça change la donne, mais en même temps paradoxalement, ça donne aussi une petite pression de dire il faut quand même que je publie parce qu'il y a ces sponsors qui sont là, qui financent quand même Prenons un café, pas pour rien, en échange de visibilité. C'est important, c'est du donnant-donnant, et voilà, il faut que je le fasse. En attendant, ouais, il va falloir vraiment que je prenne une décision, je sais pas quoi faire, c'est trop dur. Ouais, c'est un épisode peut-être un peu sans queue ni tête, en tout cas sur cette première partie. J'espère que c'est ok pour toi, hein. De toute façon, je fonctionne comme ça, je suis sans queue ni tête, mon cerveau fonctionne comme ça. Mais voilà, comme ça, tu te rends un peu plus compte de ce qui se passe dans ma tête en ce moment, depuis quelques semaines, sur l'avenir de Prenons un café. Je sais pas, j'adore tellement rencontrer les gens, j'adore tellement échanger avec vous après en MP, revenir sur les épisodes, j'adore tellement converser. Je pense qu'il y a un petit décalage aussi par rapport à ma maternité, par rapport à où j'en suis, moi, dans cette phase-là de ma vie. Je suis une maman, certes, mais une maman d'enfant de 7 ans. Toutes les problématiques que j'ai pu rencontrer avant, tout ce qui était lié au postpartum n'existe plus dans ma vie aujourd'hui. Ma parentalité est quand même hyper fluide, hyper simple, et je sais que c'est de la... Je sais pas si c'est de la chance ou pas, ou c'est lié à l'âge, j'en sais rien. Mais voilà, après moi j'ai fait aussi le choix d'avoir un enfant unique, et qui fait que forcément ça me laisse beaucoup plus de liberté, beaucoup moins de problématiques, beaucoup moins de complications. Ça, on l'abordera d'ailleurs dans la foire aux questions, parce que je sais que c'est des questions qui sont beaucoup revenues sur ce choix d'enfant unique. Donc j'y reviens juste après. Mais voilà, Prenons un café est apparu à un moment de ma vie où justement j'étais, en tout cas sa première version blog, où j'étais en plein postpartum. J'étais dans ce tourbillon, je comprenais pas pourquoi on m'avait pas prévenu, pourquoi on ne sensibilisait pas les gens, les femmes, les futures mères, les futurs parents tout court, sur la réalité du postpartum, sur la suite de couches, qu'elle soit en termes physiques comme en termes de santé mentale. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais besoin de le dire, j'avais besoin de me raconter pour que ça parle à d'autres. J'avais besoin de réalité, j'avais besoin d'ancrer ça, que ce que j'ai vécu soit pas pour rien, pour rien. C'est jamais pour rien, on vit pas le postpartum pour rien, c'est naturel, hein, quand on a un enfant, on a un postpartum, c'est comme ça. Mais je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de prévention. Aujourd'hui, le postpartum, il est loin derrière moi. Je sais que la prévention, elle se fait quand même beaucoup plus. Il y a énormément de contenu sur ce sujet, et je ne sais pas s'il y en a assez, parce que j'ai l'impression qu'il n'y en aura jamais assez pour que ça touche toutes les oreilles, ou tous les yeux, enfin tous les cœurs, enfin tout le monde, je ne sais pas. Mais voilà, moi personnellement, dans ma vie personnelle, je suis plus là-dedans. Et donc parfois, j'ai un peu de mal à me plonger dans les histoires de personnes qui y sont encore. Je pense pas manquer d'empathie, c'est vraiment pas le sujet, parce que quand on en parle justement sur le podcast, j'arrive toujours à être à l'écoute et tout ça. J'ai un recul aussi qui est assez intéressant à avoir quand on a ce genre de discussion, parce que c'est vrai que moi je suis dans la vie d'après, dans ma vie d'après en tout cas. Donc je peux avoir un recul qui peut être intéressant dans les conversations qui sont menées, mais j'avoue que tout ce qui est lié à la maternité immédiate me parle plus, fait plus partie de mes centres... Enfin, me parle plus. Si,
ça me parle toujours, j'adore toujours ces sujets, mais ne font plus partie de mes principales préoccupations au quotidien. Et donc je me demande si je suis toujours à ma place à ce niveau-là. Je l'ai été, ce que j'ai créé le sera toujours, et toutes ces écoutes et tous ces cœurs touchés, toutes ces oreilles touchées comptent et compteront toujours. Ça changera jamais. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y aura une suite à ça? Et si oui, comment? Dans quelle mesure? Dans quel cadre? À quelle fréquence? Voilà, c'est des gros questionnements. Je pense que c'est important aussi de vous les partager parce que vous voyez un petit peu l'envers du décor, ce qui se passe derrière. Je prends pas juste mon micro, j'envoie pas juste des messages à des personnes pour leur demander si elles veulent passer derrière ce micro. C'est pas juste ça, c'est tellement plus. C'est tellement plus parce que Prenons un café, c'est certes la voix de centaines d'invités aujourd'hui, mais c'est aussi la mienne. Et c'est aussi un gros pan de mon histoire, un gros bout de mon histoire. Et donc je sais pas, on verra ce qui deviendra de ce podcast, je ne sais pas du tout. Affaire à suivre. Et voilà. En tout cas, je clôt la parenthèse sur l'avenir de Prenons un café. Je serais extrêmement ravie d'en parler avec vous. J'avais commencé à faire un petit texte, là, le début de l'épisode en toute transparence. C'est quelque chose que j'ai écrit. Et la deuxième partie, là, je ne l'ai pas du tout écrite. C'est sorti comme ça et c'est pas plus mal. C'est un exercice aussi intéressant. Et voilà, comme ça, vous vous rendez compte à quel point mon cerveau est un petit peu sans dessus-dessous. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram. Je suis pas sûre de l'avoir fait vraiment sur le podcast, mais récemment, il y a quelques mois, j'ai été diagnostiquée d'un TDAH, d'un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est marrant que je le dise avec une voix plus posée et plus calme. Mais voilà, ça fait aussi partie de ma réalité. Donc ça veut dire quoi d'avoir un TDAH? Ça veut dire mon cerveau s'arrête jamais. Clairement, il y a plein de choses. Toutes les personnes qui ont un TDAH ont des symptômes différents. Mais moi, dans mon cas, il y a aussi cette question de cerveau qui s'arrête jamais, de lassitude qui peut arriver et d'avoir cette soif de nouveaux projets qui m'anime. Donc c'est pour ça que je me pose souvent la question aussi de Prenons un café, qui m'anime toujours, mais est-ce que ça m'anime autant? Est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose? Est-ce que voilà, bref, je m'égare peut-être un petit peu, mais voilà, j'avais pas prévu de parler du tout du TDAH, vraiment pas du tout, donc j'ai rien préparé et c'est le genre de sujet que j'aime plutôt aborder en étant préparée. Parce que c'est assez pointu, c'est assez particulier. À l'occasion, pourquoi pas, si ça vous intéresse, vous me dites d'ailleurs, faites-moi vos retours sur ce sujet-là, si vous avez envie que j'en fasse un d'épisode sur ce sujet-là, sur ma façon de vivre mon TDAH, sur ce que ça implique dans mon quotidien, ce que ça veut dire, et puis les hacks que j'ai trouvés pour améliorer ce quotidien, parce que quand même il y a le TDAH, je l'aurai toute ma vie, je l'ai depuis que je suis née, plus ou moins en tout cas. Je l'ai depuis toujours, je l'aurai toujours, sauf qu'aujourd'hui je le sais et je le comprends, et donc j'arrive à trouver des choses qui peuvent faciliter mon quotidien, et ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, de vous le partager si c'est un sujet qui vous intéresse, si tout ce qui est lié autour de la neuroatypie vous intéresse. Peut-être que je ferai ça. En tout cas, dites-moi, venez me dire, envoyez-moi des messages sur Instagram, je serai ravie d'y répondre. Et pouvoir échanger avec vous sur ça, parce qu'en fait j'aimerais aussi beaucoup vous impliquer sur la suite de ce podcast, parce que je le fais pas forcément que pour moi, je le fais aussi pour vous, donc faites-moi part de vos besoins, de vos envies, ça serait avec plaisir, si je peux y répondre, en tout cas si je peux faire quelque chose pour vous, je le ferai avec plaisir. Voilà, et ça fait déjà presque 14 minutes qu'on est sur cet épisode de podcast. Je vais passer assez vite sur les questions que vous m'avez envoyées via Instagram, justement. Alors c'est assez drôle, parce qu'il y a des questions qui portent beaucoup sur ma maternité et sur le fait d'avoir une enfant unique, parce que oui, avec mon mari maintenant, on est mariés, nous avons fait le choix il y a fort longtemps d'avoir une seule enfant. Et là il y a une question, confirmes-tu ton choix d'enfant unique et comment tu l'as expliqué à ta fille? Alors je confirme ce choix d'enfant unique. Je suis toujours un peu délicate, c'est peut-être pas le mot, toujours un peu précautionneuse sur le choix définitif, parce que je suis persuadée pour moi qu'un choix n'est jamais définitif, enfin sauf si on fait tout pour qu'il le soit physiquement, en tout cas sur celui-là.
C'est-à-dire que, par exemple, je ne vais pas faire de contraception définitive, ni pour moi, ni pour mon mari. Mais en tout cas, la décision de l'enfant unique, oui, elle est toujours là. Ça fait 7 ans que je suis maman. Au début, je me demandais si j'allais changer d'avis, si au bout de 5-6 ans, j'allais pas avoir envie d'avoir un petit bébé et d'avoir en quelque sorte 2 enfants uniques finalement, enfin des enfants avec un écart d'âge assez important. Aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de me replonger dans une jeune maternité. J'adore ma fille, j'adore être sa maman. Enfin, vraiment, la maternité, pour moi, c'est un de mes trucs préférés dans la vie, hein, parce qu'on peut parfois associer ce choix-là avec le fait que j'aime pas être mère. C'est vraiment pas le cas. J'adore être maman. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours voulu ça aussi. J'adore ça, j'adore être la maman de ma petite fille, j'adore faire des choses avec elle, j'adore lui transmettre des choses, même les trucs les moins cool, je les adore. Donc j'adore être maman, mais j'adore être maman d'une seule enfant. C'est acté, enfin voilà, dans quelques jours j'aurai 35 ans, donc en soi je pourrais encore avoir des enfants, je pourrais encore changer d'avis, mais je ne m'imagine pas une seule seconde le faire. J'adore être enceinte aussi, j'ai adoré en tout cas l'être, donc c'est même pas ça le souci, c'est en fait on est tellement bien là tous les trois avec nos 2 chats, c'est notre équilibre, il est trouvé, il manque personne, on n'attend personne. Et ça, c'est une phrase que j'avais déjà dit précédemment quand j'ai évoqué ce sujet-là. On n'attend personne. On est épanouis tous les 3. Moi, j'adore avoir ma vie personnelle. Certains pourraient qualifier ça d'égoïsme, hein, je l'entends. Mais c'est un égoïsme 100% assumé. J'adore avoir ma vie. C'est important pour moi d'avoir ma liberté, d'avoir mon emploi du temps, de pas être drivée par toutes les activités de mes 3 enfants. Et si c'est votre choix, eh ben, tant mieux en vrai. Si vous kiffez, tant mieux. Moi, je sais que c'est quelque chose que je ne kifferais pas. J'aime donner 100% de mon temps à ma fille quand je suis avec elle. J'aime ne pas partager. Et j'ai jamais aimé partager de manière générale, j'aime pas ça. Et pourtant, je ne suis pas enfant unique. Comme quoi, ça veut pas dire que les enfants uniques, il n'y a que les enfants uniques qui n'aiment pas partager. C'est pas vrai. Moi, j'aime pas partager. Je suis quelqu'un d'assez exclusif. Que ce soit en amour et dans ma vie de famille, je suis très très exclusif. C'est-à-dire que j'ai un amoureux, j'ai un enfant et j'ai 2 chats, mais cette décision a été difficile à prendre parce que même sur ça, j'ai eu du mal. Donc voilà, non, je suis quelqu'un qui aime les choses uniques, qui aime vivre les expériences une fois. J'ai du mal à répéter les choses. Je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer. Mais en tout cas, oui, moi, je confirme mon choix d'enfant unique, assumé à 100%, pas de regret. Et comment je l'ai expliqué à ma fille? Ben, avec des mots assez simples et assez clairs, parce que la question est déjà revenue plus d'une fois sur ce côté de... Elle aurait voulu avoir un petit frère ou une petite sœur, hein, clairement. On l'a pas fait parce que on fait pas, à mon sens, c'est mon avis personnel. Je ne veux pas faire d'enfant pour faire plaisir à quelqu'un, qui que ce soit. Donc je ne veux pas faire d'enfant pour faire plaisir à mon mec, je ne veux pas faire d'enfant pour faire plaisir à ma famille et je ne veux pas faire d'enfant pour faire plaisir à ma fille. Parce que la maternité est un tel don de soi qu'il faut que, à mon sens, ce soit désiré à 1000%. Et moi, c'est pas mon cas. Donc, comment je l'ai expliqué à ma fille? Je lui ai dit que je l'aimais très fort, que j'adorais être sa maman, tout ce que je viens d'expliquer finalement, mais que j'avais pas envie d'être la maman de quelqu'un d'autre, que j'avais pas envie de renouveler parce que j'avais envie d'avoir du temps pour elle à 100%, que j'avais pas envie de ne plus dormir la nuit, que voilà. Je lui ai expliqué en fait en gros ce que ça impliquait d'avoir un enfant, que j'avais adoré vivre toutes ces étapes avec elle, que j'avais adoré me lever la nuit, bon même si 4 ans c'était long, mais j'avais adoré me lever la nuit pour elle, que j'avais adoré vivre tout ça pour elle, mais que j'avais pas du tout envie de le vivre pour quelqu'un d'autre. Voilà, elle a compris que, parce qu'on en a déjà parlé plein de fois, hein, elle a compris que c'était vraiment un désir personnel et que ça n'avait rien à voir avec elle, que ça n'avait rien à voir avec le fait d'aimer ou pas être une maman, que c'était un choix de couple aussi, parce que c'est pas un choix que j'impose, c'est un choix de famille. Mon mec non plus ne veut pas d'autres enfants. Et on a la chance d'être sur la même longueur d'onde à ce sujet, je le sais, je le mesure. Mais voilà, c'est comment on l'a expliqué assez
naturellement finalement avec les vrais mots et les vraies explications. Je dis pas que c'est simple, parce que gérer les émotions, c'est pas simple de manière générale. Parce que c'est ça qui est en jeu finalement, c'est sa déception, c'est lui expliquer que non, comme la plupart des autres enfants, elle ne connaîtra pas ce que c'est d'être grande sœur, parce qu'il y a aussi beaucoup de ça, les enfants ont besoin de ce sentiment d'appartenance, de ressembler aux autres. Et je pense que c'est ça qui a été le plus difficile. Ça a été, oui, mais moi, mes copains, mes copines, ils ont tous des frères et des sœurs, et moi, j'en ai pas. Moi, je suis différente. Alors, on a la chance d'être entouré quand même pas mal d'amis qui ont des enfants uniques, et en plus des petites filles, donc comme ça, l'identification est parfaite. Donc on a cette chance-là. Elle a aussi la chance d'avoir une copine d'école qui est aussi enfant unique et qui le restera. Donc elle a quand même des représentations et je pense que c'est hyper important d'avoir des représentations. Donc on a cette chance-là, elle a cette chance-là, donc elle voit que c'est pas non plus un problème, mais c'est vrai que dans la famille, dans notre famille en tout cas, dans ma famille, dans mon côté de la famille, elle est la seule à être enfant unique. Ses cousins vont tous de pair. Donc voilà, c'est ce côté-là de la représentation ne l'a pas. Mais voilà, on lui a expliqué que c'était un choix et aussi que on avait aussi besoin de nous épanouir personnellement. Et ça, je pense que c'est un exemple que j'aime beaucoup lui donner, lui dire que oui, je suis épanouie dans mon rôle de maman, mais je suis aussi épanouie en tant que moi, en tant qu'Élise, en tant que l'amoureuse de son papa, en tant que professionnelle. J'adore mon métier et ça, elle l'a bien compris. Parce que même dans ses projections, dans ses jeux, on voit que pour elle met la vie professionnelle aussi à un niveau important, mais que mon métier, ma vie professionnelle ne passera jamais au premier plan, c'est-à-dire qu'elle sera toujours au premier plan, elle, mais voilà, c'est quand même important de lui dire que j'aime ce que je fais, que j'aime mes amis aussi, que j'aime sortir avec mes amis. Pour elle, c'est la norme d'avoir une maman qui sort avec ses copines, elle trouve ça trop cool d'ailleurs, et tout ça, j'ai pas envie de... Voilà, tout ça, c'est important, c'est un niveau d'égalité plus ou moins... c'est un niveau à peu près équitable dans mon sens de mes priorités. Donc voilà, comment on a pu lui expliquer et pourquoi surtout c'est important pour moi de rester sur ce choix-là. J'ai pas envie de... Pour moi, ça serait me sacrifier en fait d'avoir un autre enfant. C'est assez fort comme mot, mais je le vis comme ça. Et j'ai pas envie de ça, donc je ne le fais pas. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je passe sur une autre question, beaucoup plus légère. On me demande un avis sur le dernier album de Taylor Swift. Alors, si vous ne me suivez pas sur Instagram, en effet, peut-être que ce nom apparaît pour la première fois dans vos petites oreilles, mais oui, je suis une grande fan de Taylor Swift. J'enregistre cet épisode le vendredi 10 mai. Dans 2 jours, j'assiste à son concert à la Défense Arena. J'ai super hâte, vous n'avez même pas idée. Je suis présentement avec mes friendship bracelets, avec mes lunettes cœur, avec mon rouge à lèvres, rouge Taylor. Voilà, donc je suis on fire, je suis à fond. Et on me demande un avis sur le dernier album de Taylor Swift. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Parce que moi, de toute façon, vous me mettez un album de Taylor Swift ou de qui que ce soit qui touche mes émotions, qui parle à mon cœur et qui est un peu mélancolique comme ça, mais moi, je suis amoureuse directement. Donc, j'aime beaucoup le dernier album de Taylor Swift. J'aime ses sonorités, mais en fait, ce que j'aime dans la musique de Taylor Swift, ce sont les mots qu'elle met les uns comme ça à côté des autres. Enfin, cette capacité qu'elle a à dire les émotions, à parler des émotions, à me toucher en plein cœur, en plein corps, en plein cerveau. Elle est, c'est ce que j'admire le plus chez elle, sa façon de réussir à dire les émotions, à parler de ça. Enfin, c'est tellement dur, je trouve, quand on vit quelque chose, que ce soit dans le milieu, le milieu, je sais pas quel autre mot dire, mais dans le système amoureux, familial, amical. C'est tellement dur, je trouve, de dire ce qu'on ressent, d'arriver à trouver les mots. Elle le fait. Et en fait, parfois, il y a des choses que je ressens que je ne sais pas verbaliser. Je pourrais lancer une chanson de Taylor Swift et dire, tu vois, c'est ça. C'est exactement ça. Elle le dit, elle dit exactement ce que je voudrais dire. Et c'est pas forcément des choses qu'on vit en même temps, parce que il y a beaucoup de choses sur ces albums qui parlent d'ex, qui parlent de rupture. Moi, ça me fait beaucoup penser à mon ancienne vie amoureuse. Je suis en couple très heureuse depuis 10 ans, mais avant ça, j'ai eu
la vie de Taylor Swift dans ma vie amoureuse, et ce qui a causé parfois pas mal de traumas. Et en fait, j'avoue qu'elle met des mots sur des choses que j'avais pas encore verbalisées et que j'avais pas encore réussi à traiter, des informations que j'avais pas réussi à traiter. Et pour ça, voilà, enfin, c'est en partie, une grosse partie pour cette raison que j'aime Taylor Swift, que je suis une Swiftie, comme on dit chez nous. Et voilà, donc ce dernier album ne fait pas exception. Alors c'est pas que j'aime pas, c'est de manière générale, j'aime bien toutes les chansons. Il y a quand même des préférences sur certaines chansons. Je sais pas si ça va être comme certains. Par exemple, moi, je suis une grande fan de l'album Midnights. Cet album me parle beaucoup parce qu'il parle beaucoup de santé mentale, en fait. Donc forcément, ça me remue et ça me parle à moi. J'aime beaucoup cet album. Je sais pas si ce double album, puisqu'on parle d'un dernier album, mais le dernier album de Taylor Swift est un double album. Je sais pas s'il aura le même effet sur moi que les autres. Affaire à suivre. Mais en tout cas, je ne suis pas déçue par ce dernier album. Je passe à une autre question parce que peut-être que parmi vous, il n'y a pas tant de Swifties que ça. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes des fans de Taylor Swift, ça m'intéresse. Voilà, de parler de ça. Moi, à partir du moment où on parle de Taylor Swift, ça peut durer des heures. Mes copines m'appellent le monstre quand j'aborde le sujet. Alors, autre question, mais je pense que j'y ai déjà répondu, c'est comment expliques-tu à ta fille qu'elle restera fille unique ? La mienne me dit que tous ses copains ont des frères et sœurs, et en effet, j'ai répondu à cette question, donc je ne vais pas revenir dessus. Hop, autre question. Comment projettes-tu ton rôle de mère dans l'avenir ? Je trouve ça incroyablement fort comme question. C'est intéressant. Comment projettes-tu ton rôle de mère dans l'avenir ? Alors, autant quand elle était petite, quand j'étais une jeune mère, je projetais beaucoup sur ce que ça allait être. J'avais beaucoup d'angoisse et de peur sur l'accompagnement émotionnel, sur comment faire. Moi, j'avais très peur que mon enfant grandisse pour ces raisons-là. Je ne savais pas comment. J'avais peur de ne pas avoir les clés, en fait, d'accompagner mon enfant sur toutes ses émotions, sur ses déceptions, sur les tristesses profondes que, même si on est une mère aimante, un parent aimant et qu'on a envie de les protéger, c'est ces trucs-là dont on ne peut pas les protéger. Ça va être des déceptions amicales, amoureuses, des déceptions de la vie, en fait, tout simplement, des choses qu'on peut pas éviter. J'avais très très peur de ça et de moins en moins parce que c'est déjà arrivé, voilà, j'ai un enfant qui grandit, donc qui a des émotions, qui vit des choses en dehors de nous aussi. On a connu aussi des moments de tristesse dans notre famille avec des décès, des deuils. Donc on est passé par des étapes difficiles et en fait il s'avère que quand on a appris soi-même à identifier ses émotions, quand on a appris soi-même à se connaître, c'est beaucoup plus facile d'accompagner son enfant vers ça. Donc ça ne me fait plus peur. Comment je projette mon rôle de mère dans l'avenir ? Tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis une maman très investie dans la vie de ma fille, dans sa vie au quotidien, mais aussi dans sa vie à l'école. Par exemple, je suis membre du conseil d'école. Pour moi, c'est hyper important. J'adore faire ça. C'est mon syndrome première de la classe et délégué de classe qui parle et qui ressort. Mais autant ado, j'assumais pas du tout avoir envie d'être déléguée, avoir envie de faire partie du board et de tout ça. Autant maintenant, je l'assume à 100%. Vraiment, c'est un vrai bonheur pour moi d'assister aux réunions d'école, de pouvoir échanger avec les instits et de voir d'apprendre à connaître les personnes qui l'accompagnent au quotidien. Pour moi, c'est hyper important. Donc ça, je vais continuer et je continuerai sans doute... bon, là, on est au début de l'école primaire, mais je pense que je continuerai par la suite au collège et dans la voie qu'elle choisira plus tard. Donc ça, je pense que je vais continuer parce que c'est hyper important pour moi et vraiment, j'adore ça. J'adore être présente, j'adore connaître ses copines, j'adore savoir qui sont les gens qui l'entourent pour pouvoir l'accompagner au mieux. J'adore lui organiser des anniversaires, c'est vraiment ça, pour moi, c'est ce rôle de mère. C'est cette mère-là, en fait, que je voulais être. J'ai toujours voulu être cette mère-là et je le suis. Et j'en suis tellement fière, tellement ravie, parce que c'est pas venu du jour au lendemain, ça a demandé beaucoup de travail.
beaucoup de temps en thérapie, notamment quand j'étais enceinte, et j'en ai déjà parlé de ça, mais j'ai fait une thérapie pendant les 9 mois de ma grossesse et les 9 premiers mois du postpartum, qui m'ont aidée à devenir la mère que je voulais être, qui m'ont aidée à poser les jalons de ma maternité, à assumer, à dire clairement non, je veux ça et je ne veux pas ça. Je me suis pas construite dans l'opposition par rapport à ce que moi j'ai reçu, enfin, je suis un petit peu quand même, par rapport à ce que moi j'ai reçu. J'avoue que je donne à ma fille ce que j'aurais aimé recevoir, clairement, oui, mais je suis pas en tout cas, je ne le suis plus, dans l'opposition frontale, à vouloir absolument faire différemment de mes parents, parce que tout n'était pas acheté. Il y avait des choses à garder, et donc voilà, je fais beaucoup au feeling, et je suis son flow aussi, je la suis elle, je vois comment elle a... Et puis en fait, je pourrais me projeter autant que je veux, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas quel est l'avenir, je sais pas quelle est la suite, je ne sais pas ce qui va nous tomber sous le coin du nez, je ne sais pas où on sera, qui on sera dans quelques années. Pour l'instant, on est très très bien tous les trois, chacun a sa place, ça a mis du temps à se mettre en place. Moi, je prenais beaucoup de place avant. J'étais une mère assez... pas possessive, mais assez... ouais, je voulais prendre la place. Je voulais tout contrôler, c'est ça. Enfin, j'avais peur. Et puis, il y a aussi la période où mon mec a fait un burn-out aussi qui a joué, où j'ai, malgré moi, pris beaucoup de place. Et une fois que ça a été terminé, cet épisode, j'ai eu du mal à donner la place, finalement, à rendre tout cet espace que j'avais pris. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Ça a mis du temps, je dirais que... Mais bon, ça fait quand même 2-3 ans, au moins, là, oui, qu'on est sur du bon 50-50 en termes de place prise. Parfois, je n'hésite même pas à en donner plus, parce que je pense que c'est important. Donc on ne sait pas, en fait. On ne sait pas quel sera l'avenir. Enfin, quand je suis devenue mère, je n'avais pas imaginé que mon mec ferait un burn-out, que mon postpartum serait compliqué. Je n'avais pas imaginé que ça changerait absolument toute ma vie. Je n'avais pas imaginé que je créerais un podcast, que je lancerais ma boîte, puis une deuxième, et puis j'aurais pas imaginé tout ça. Donc c'est difficile de se projeter parce que je sais pas de quoi l'avenir sera fait. J'espère très très fort que ce sera fait de bonnes choses, de choses sympas, quand même. Mais voilà, je me projette dans on va suivre ce qu'il faut suivre, et on accompagnera comme on doit accompagner, tout en essayant de comprendre au mieux qui elle est, qui je suis et qui nous sommes tous ensemble, et prendre ça toujours en compte pour donner le meilleur. En fait, on fera certainement des erreurs, on en a déjà fait, et c'est pas finalement ce qui est important, de faire des erreurs ou pas, c'est pas ça. On ne demande pas de faire un sans faute, on nous demande d'avoir conscience de ce qu'on fait, toujours donner le meilleur, et je continuerai à faire ça parce que je le fais. Très honnêtement, c'est dur, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être du mal à dire ça, mais moi je sais que je suis la meilleure mère possible. C'est pas que je suis la meilleure mère du monde, je suis la meilleure mère possible, c'est-à-dire que je suis absolument ravie de ce que je donne à ma fille. Je sais que je fais les choses bien parce que je le fais avec le cœur, parce que je le fais avec conviction, parce que je le fais avec attention aussi. C'est-à-dire que je me renseigne beaucoup, j'apprends au maximum à l'extérieur pour m'améliorer, toujours. Donc je suis la meilleure mère possible. Je peux pas être mieux que ça, parce que voilà, c'est juste moi et je donne mon maximum. Donc voilà, je continuerai à le faire, et c'est comme ça que je projette mon rôle de mère dans l'avenir. Voyons voir s'il y a d'autres questions. Et dis donc, c'est intense, ça fait déjà une demi-heure et je vais presque avoir plus de temps d'épisode que quand je parle avec quelqu'un. Bon, c'est intéressant aussi de parler tout seul. Enfin, je parle pas tout seul, je vous parle à vous. Là, il y a une dernière question, je crois que c'est la dernière. Hein. Quelle relation as-tu avec ta fille ? Alors moi, ma relation avec ma fille, je sais pas comment on la décrit ça, je sais pas comment on décrit une relation. Moi, j'adore passer du temps avec elle, je l'aime très très fort. Je la trouve vraiment très chouette, je la trouve sympa. On a beaucoup de points communs aussi, on a beaucoup de passions en commun, notamment la lecture, les podcasts, la musique. J'avoue, je la transforme un peu en Swiftie, pour mon plus grand plaisir. C'est tellement mignon de l'entendre baragouiner les paroles et tout, c'est trop drôle. Donc quelle relation j'ai avec ma fille ? Plutôt fusionnelle, je sais pas, enfin fusionnelle. Je sais pas si on peut dire ça, parce que on est très collés, serrés l'une à l'autre, mais on sait aussi vivre des choses très très bien chacune de notre côté. Donc je sais pas si on appelle ça de la fusion. On s'aime très fort.
toutes les deux. On se soutient dans nos émotions, c'est-à-dire que c'est pas dans un sens, et c'est assez intéressant. Ça, c'est intéressant avec un enfant qui grandit, je trouve. C'est-à-dire que je l'accompagne dans toutes ses émotions, qu'elles soient joyeuses, tristes, en colère et tout ça. Mais par exemple, dernièrement, j'ai été assez triste. J'ai perdu mes grands-parents en janvier. Et puis là, on vit plein d'étapes comme ça qui sont un peu compliquées. La vente de la maison, ce genre de choses. Et donc, je pleure. Et quand je pleure, je ne me cache jamais. Je vais jamais me mettre dans un coin pour pleurer parce que c'est pas juste. J'ai pas envie qu'elle croie que je pleure jamais parce que c'est pas vrai. Voilà, sans lui faire porter bien sûr le poids de ça, mais donc quand je suis triste, je lui explique. Je lui dis écoute là, papy, mamie, machin et tout ça. Et elle a toujours soit un petit mot, soit un petit geste. Elle passe derrière moi, elle me fait un câlin, elle me fait un bisou, elle me touche les cheveux. C'est trop mignon quand elle fait ça. Elle touche mes cheveux ou alors elle me fait un petit massage, mais de 1 minute. Et pour dire en gros, je suis là. Et pas parce qu'on est vraiment, c'est vraiment quelque chose d'important dans notre famille. On est toujours là l'un pour l'autre, mais on cherche pas à résoudre les problèmes de l'autre, parce qu'on part du principe que chacun a les ressources en soi pour résoudre ses propres problèmes. Alors on écoute beaucoup, on donne des pistes, bien sûr, on échange quand même, voilà. Mais chacun va régler ses propres problèmes et chacun va trouver ses propres solutions parce que chacun a les ressources en soi. Donc elle va pas essayer de me dire en gros ça va aller ou en gros ça va passer, parce que c'est des phrases qu'on n'utilise même jamais à la maison, je crois. Parce que c'est assez évident que ça va passer, que ça va aller, mais en fait, ce qui est important surtout, c'est de traverser l'émotion à ce moment-là. Si elle est là, c'est pas un hasard. Elle a sa légitimité. Et donc du coup, voilà, c'est de dire, en gros, ce que tu traverses là, c'est compliqué, mais je suis là. Et c'est ça en fait finalement le message. Donc c'est la relation que j'ai avec ma fille, c'est ça, c'est beaucoup de rire aussi. On rit beaucoup, on se fait des blagues, c'est très drôle. C'est beaucoup d'entraide, c'est beaucoup de... On se fâche aussi, faut pas croire, parce que là c'est vrai que quand je dis ça, ça paraît assez idyllique et même si majoritairement c'est positif. On se fâche aussi, ça arrive, parce que des fois on n'est pas d'accord, parce que quand elle veut pas aller se laver les dents et que moi j'ai exigé qu'elle aille se laver les dents, on n'est pas d'accord. Donc oui, on se fâche aussi, parce que la colère est une émotion si légitime. On évite de... On manque jamais de respect à l'autre. Ça, ça fait partie de nos règles de la maison. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être en colère, mais on n'a pas le droit de dénigrer l'autre ou de remettre toute sa faute sur l'autre, parce que c'est injuste en fait, et on n'aime pas l'injustice chez nous. Donc voilà, mais ça nous arrive d'être fâchés l'un ou l'une contre l'autre en tout cas, parce que on n'est pas d'accord, juste tout simplement, on n'est pas d'accord l'une avec l'autre, et c'est ok de pas être d'accord. Bon, généralement j'ai raison, parce que j'ai toujours raison. Je dis ça, mais sur le ton de la plaisanterie, bien sûr, parce que c'est vrai que parfois elle a raison aussi. Voilà, mais c'est ça, c'est une relation saine, sereine, honnête. C'est-à-dire que quand j'ai tort, je le dis. Quand elle a tort, elle le dit aussi. C'est un peu plus dur, mais bon, c'est un apprentissage aussi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas 35 ans. Moi, si. Donc, c'est moi l'adulte. Donc, c'est aussi ça. Je suis censée être la personne la plus mature émotionnellement, et c'est le cas. Donc, quand c'est difficile pour elle, quand elle a du mal à accepter quelque chose qu'elle veut pas, ou elle a du mal à... Voilà, juste aller dans le contrer, elle essaie de contrer une décision et de s'imposer, alors que ce sont par exemple des règles d'hygiène qui sont assez strictes chez nous, strictes, on n'est pas strict en plus, pas du tout, mais qui sont non négociables en tout cas. Elle essaiera toujours, et c'est normal qu'elle essaye, mais donc elle a c'est normal qu'elle soit pas contente parfois, et que voilà, mais en tout cas on essaie de l'accompagner au mieux. Et cette relation avec ma fille, elle est extraordinaire. Moi j'aime beaucoup avoir ces moments mère-fille avec elle, et j'aime aussi quand elle est avec son papa, et j'aime aussi quand elle est chez ses grands-parents. Voilà, c'est on adore passer du temps ensemble. Moi j'adore passer du temps avec elle. On est assez complices.
J'espère que ça durera, j'en sais rien du tout. En tout cas, je fais tout pour l'entretenir, cette relation, parce que une relation avec son enfant, enfin, c'est comme une relation de couple ou amicale, finalement, elle me doit rien, en fait. C'est pas parce que c'est ma fille qu'elle est obligée de m'aimer, c'est pas parce que c'est ma fille qu'elle est obligée d'avoir une relation avec moi, et inversement d'ailleurs, c'est pas parce que c'est ma fille que je suis obligée d'avoir envie d'avoir une relation avec elle. Bon, en l'occurrence, j'en ai envie, et puis elle est petite, donc voilà, si, puis elle est cool, puis je l'aime, et donc j'ai envie d'avoir cette relation avec elle, mais ça veut dire que ça demande du travail d'un côté comme de l'autre, et les relations, ça s'entretient. Faut pas penser que c'est acquis juste parce que c'est mon enfant, juste parce que c'est moi qui lui ai donné la vie, juste que, voilà, elle ne me doit rien, et je garde toujours ça en tête, et je pense que c'est hyper important dans la construction d'une relation, en tout cas dans la nôtre, ça l'est, et voilà, donc j'espère que ça durera longtemps, cette complicité, ces moments chouettes. Voilà, je sais, je vous entends peut-être me dire oui, à l'adolescence, on verra bien. Parce qu'en fait, on ne sait pas quelle sera son adolescence, on ne sait pas comment ça va se passer. Il y aura certainement des moments compliqués, mais en fait, il y en a déjà. Donc, on verra bien. Et voilà, j'espère que ça restera comme ça le plus longtemps possible. Je vérifie si j'ai pas d'autres questions. L'info unique. Je regarde si j'ai ouvert toutes mes petites fenêtres en même temps. Je suis sur mon ordi. Taylor Swift. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir posé ces questions qui étaient très pertinentes, et j'ai beaucoup la preuve, hein, j'ai fait un monologue de 40 minutes. J'ai beaucoup aimé y répondre. J'espère que ce type d'épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une conversation sur Prenons un café. D'ici là, n'hésitez pas à venir me parler sur Insta, échanger sur cet épisode. Vraiment, pour moi, l'échange, c'est ce qui me nourrit. C'est ce que je trouve le plus intéressant aussi dans cette aventure du podcast, dans l'aventure de Prenons un café. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je te souhaite une belle journée, je vous vois, je tutoie, tu vois, ça aussi, c'est jamais très très ancré. Voilà, et puis à très bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Cet épisode t'a plu ? Parle-en à tes amis et partage-le sur Instagram en me taguant @Elise_Prenons un café. Ça reste le moyen le plus efficace pour faire grandir ce podcast. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast et même sur Spotify. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli préférée, tu cliques sur les étoiles et tu mets un petit mot sympa dans la section avis. Par exemple, le 27 septembre, Mathilde Dupe écrivait « Tellement magique d'entendre les mots et les réponses aux questions que je me pose sur certains sujets depuis que je suis maman. Ça devrait être pris en charge par la Sécu, tellement ça fait du bien, tellement ça rassure et tellement ça apaise. Merci beaucoup. » Et c'est moi qui te remercie Mathilde pour le temps passé à écrire ce message et les mots choisis, car ils me touchent énormément. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.